La soumission chimique est le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance dans le but de commettre un crime ou un délit. Chaque année, au laboratoire de police scientifique de Paris, ce sont environ 300 dossiers qui sont traités. Et pour en parler, nous allons rencontrer Amandine. Elle est ingénieure et chef de la section toxicologie médico-légale. Quand on parle de soumission chimique, quelles vont être les matières analysées? Alors en premier lieu, on va analyser le sang, parce qu'en fait c'est représentatif d'une consommation récente. Donc on va faire un prélèvement sanguin chez les victimes. Ensuite, ce qu'on peut analyser, c'est l'urine, qui est en fait représentatif d'une consommation un peu plus ancienne. Et quels sont les délais pour pouvoir faire justement ces analyses dans le sang et dans l'urine? Alors ça va varier. Dans le sang, par exemple, si je prends l'exemple du GHB, c'est à peu près 5 heures de délai. Pour l'urine, on est plus sur 12 heures de délai. Donc c'est-à-dire au bout de 5 heures, il n'y a plus aucune trace de GHB dans le sang? C'est ça. Mais si ces délais-là sont dépassés, quelles sont les alternatives si on a une victime qui se présente plus tard? Si on arrive trop tard pour le prélèvement de sang ou d'urine, on a l'alternative qui est le prélèvement capillaire. En fait, ça nous permet de détecter des molécules beaucoup plus longtemps. Jusqu'à combien de temps? Plusieurs mois. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on va arracher une mèche de cheveux? Comment vous procédez? Non du tout, ça fait pas mal du tout. En fait, on va venir prélever une petite mèche au niveau du cuir chevelu, donc à peu près à ce niveau-là. Et on va venir vraiment couper au ras du cuir chevelu, donc on n'arrache pas les racines du tout. La mèche, on va venir la coudre bien droite pour qu'elle soit vraiment bien alignée. Et ensuite, on va venir la segmenter en petites parties de 1 cm. En fait, on va estimer qu'1 cm, c'est égal à 1 mois. Et dans cette mèche de cheveux, est-ce qu'on recherche des molécules précises? Est-ce que vous savez ce que vous recherchez? Alors très souvent, en fait, ce qu'on va faire, c'est avoir un entretien avec la victime afin de lui demander ses symptômes. Ces symptômes vont nous orienter pour savoir vers quelle molécule on s'oriente ou vers quelle famille de molécules on va être orienté. Parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symptômes? Qu'est-ce qui peut alerter une victime? Par exemple, pour le GHB, on peut souvent avoir comme symptôme un blackout de sa soirée complètement, mais le lendemain, on n'a plus aucun symptôme. On se réveille, on est tout à fait capable de vivre sa vie normalement. Et quelles sont les substances qui sont le plus remarquées? Le plus souvent, ça va être l'alcool. Ensuite, on va avoir l'ecstasy, c'est un des premiers qu'on va avoir souvent, et le bromazépam, donc c'est un anxiolytique. Il y a plusieurs molécules qui peuvent être utilisées, ça peut être effectivement des stupéfiants, mais ça peut tout à fait être quelque chose qui peut être acheté en pharmacie sans ordonnance, comme des antihistaminiques ou des sédatifs, ça peut être vraiment beaucoup de molécules. Et donc ça, c'est des substances qui vont altérer le comportement de la victime? Tout à fait, ça va complètement modifier sa perception des choses, sa façon de prendre des décisions par exemple, ou sa façon de pouvoir répondre ou non. Et généralement, est-ce que l'auteur des faits est connu de la victime? Très souvent, on va avoir connaissance de l'identité de l'auteur des faits en réalité. Ça peut se dérouler dans un cadre de soirées entre amis par exemple, ou alors même des soirées entre collègues par exemple.